Bonjour et bienvenue sur À travers elle, le podcast des battements d'ailes. Ici, nous donnons la parole aux femmes parcourant l'épreuve du cancer, à leurs aidants, aux médecins et aux animateurs de nos ateliers. Sans tabou, ils nous racontent leurs histoires, leurs émotions, leurs luttes et leurs espoirs. Et ensemble, nous invitons la société à écouter, comprendre et ressentir les transformations intimes que la maladie inscrit en chacun d'eux, en creux et en lumière. Bonjour Dr Greletti, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le podcast des battements d'ailes. Vous êtes donc oncologue, spécialisé dans le cancer du sein, je crois. Ouais. Et nous aimerions découvrir avec vous votre parcours, vos choix de spécialité, ainsi que votre regard sur l'évolution de cette maladie et l'accompagnement des patients. Alors, ma première question, qu'est-ce qui vous a amené à devenir oncologue ? Alors d'abord, bonjour, merci pour l'invitation. Alors c'est une vraie question parce que on ne naît pas oncologue effectivement spontanément. J'ai eu la chance d'être assez préservé dans mon entourage familial des cancers, en tout cas au moment où j'étais étudiant, ça peut déclencher des vocations. Moi, tout simplement, je suis passé en stage en tant qu'étudiant dans un service de cancérologie à Bordeaux. Un peu par hasard parce que on fait plein de stages différents, on découvre plein de choses et je suis tombé finalement amoureux de la spécialité en tombant finalement en admiration devant une collègue qui exerce encore au CHU de Bordeaux et qui m'a bluffé dans sa manière de voir sa spécialité, de prendre en charge ses patients. Et je me suis dit mais en fait c'est super, c'est ce qu'elle apporte aux patients me paraissait un bénéfice tellement important et puis une humanité qui se dégageait de tout ça qui m'a beaucoup plu et le concept de prendre en charge des maladies chroniques m'a de suite aussi beaucoup accroché parce que ça nous permet de développer une relation très particulière avec nos patients ou nos patientes. Et donc ça, c'était vraiment ce que je voulais faire. Je me suis dit à ce moment-là, ok, t'as pas le choix, faut que tu sois classé pour pouvoir devenir cancérologue ou oncologue médical. Et c'est parti comme ça. Et je ne regrette absolument pas, et je ne changerai pas surtout. Vous étiez parti sur quoi à la base ? Honnêtement, je savais pas. Non, jusqu'à la fin de mes études, je ne savais pas vraiment. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous spécialiser dans le cancer du sein ? Alors, ça aussi c'est une bonne question, c'était pas prévu comme ça au départ. Là c'est plus lié à des rencontres, du coup quand je suis devenu interne en oncologie, j'ai beaucoup travaillé à l'Institut Bergonié, de par mes stages, et l'Institut Bergonié est un très gros centre pour le cancer du sein, qui fait beaucoup de recherche clinique, qui est très formateur, et j'ai eu la chance de croiser une équipe et de travailler avec une équipe là-bas dans le cancer du sein notamment, qui m'a beaucoup inspiré, et je me suis dit c'est vraiment cet organe-là que j'ai envie de prendre en charge, c'est ces patientes que j'ai envie de prendre en charge, le caractère très fréquent de cette maladie aussi, et donc le problème de santé publique qui en découle, et donc la responsabilité qui en découle aussi m'a intéressé. Il faut le dire aussi, c'est souvent en cancérologie, plus le cancer est fréquent, plus il donne lieu à beaucoup de développement de nouveaux médicaments, parce que évidemment c'est toujours plus facile d'intéresser des grands laboratoires sur une thématique qui recouvre beaucoup de patientes plutôt que sur des tumeurs très rares. Et donc c'est très stimulant de travailler dans une aire thérapeutique où vous avez beaucoup de développement de nouvelles molécules, et c'est le cas pour le cancer du sein. Donc ça aussi, ça a participé probablement à ce choix. Alors, pouvez-vous nous raconter une journée type pour vous ? Alors, la journée type, elle commence assez tôt, en tout cas elle commence vers 8h du matin. Je vais rien vous cacher, aujourd'hui on est comme tout le monde, comme vous toutes et vous tous dans une ère numérique, donc on commence par traiter ses mails, parce qu'on a beaucoup de mails à traiter, on reçoit beaucoup de mails de correspondants, de collègues qui veulent nous adresser des patients, qui nous parlent de problématiques de nos patientes qui sont rencontrées, on regarde des bilans biologiques, donc on a beaucoup de mails à traiter tout au long de la journée, mais le matin je commence par ça, histoire de remettre ma boîte à zéro, on va dire. Et puis on enchaîne sur des consultations
Donc des consultations externes. Donc là, c'est des patientes qui viennent pour le suivi de leur pathologie. Elles sont en rémission de leur cancer du sein, on les surveille. Elles peuvent être sous hormonothérapie ou pas. Elles sont dans les années qui suivent leur prise en charge active. Et puis, on a d'autres patientes qui sont des patientes qui ont des maladies malheureusement plus avancées, métastatiques, qui sont en cours de traitement chronique. Et on les suit régulièrement dans cette maladie chronique avec des évaluations de scanner, avec des évaluations biologiques, des évaluations cliniques en les examinant. Donc ça peut être des consultations ou ça peut être de l'hôpital de jour. L'hôpital de jour étant la structure où on réalise nos chimiothérapies ou nos thérapies ciblées intraveineuses en tout cas, qui est une grosse part de l'activité d'un cancérologue parce que on fait beaucoup de traitements aujourd'hui intraveineux, on fait un peu moins de chimiothérapie standard comme on faisait avant, on fait plus de traitements plus modernes, de l'immunothérapie, des thérapies de nouvelle génération ou en tout cas des chimios de nouvelle génération. Donc ça nous occupe. Moi j'ai une journée dans la semaine que je passe en hôpital de jour à voir des dizaines de patients qui reçoivent leur traitement. Donc les consultations. On a une part de travail aussi pour nos patientes qui sont hospitalisées du fait de certaines complications de traitement, du fait de problématiques en lien avec leur maladie. Donc c'est surtout des patientes avec des maladies avancées qui passent plusieurs jours dans notre service pour qu'on fasse le tour de problèmes, qu'on résoudre et puis qu'on puisse les laisser regagner leur domicile ou une convalescence par exemple. Dans ces services, on fait aussi du soin palliatif, de l'accompagnement de fin de vie ou de l'accompagnement symptomatique de maladies avancées. Et puis un côté qui est très intéressant de notre spécialité, c'est le côté multidisciplinaire. Donc nous, on a la chance sur l'hôpital d'avoir des consultations doubles avec des chirurgiens. Donc tous les vendredis matins, je fais une consultation double avec un chirurgien du sein et un chirurgien gynécologue qui du coup nous permet de rencontrer des dames en début de prise en charge pour essayer de définir la meilleure stratégie thérapeutique à adopter. Entre eux, est-ce qu'on va commencer par de la chimio, est-ce qu'on va opérer d'abord, est-ce qu'on opère et on fait de la chimio après, est-ce qu'il y aura peut-être pas besoin de chimio, voilà, des discussions collégiales comme ça en temps réel avec la patiente et les proches qui nous permettent de définir au mieux la stratégie thérapeutique. Et sur le côté multidisciplinaire, on a aussi les RCP. Alors les RCP, c'est plutôt le soir, en fin de journée. Une fois par semaine, on a une RCP dédiée au cancer du sein et au cancer gynécologique. RCP, vous pouvez le préciser. Alors, RCP, c'est réunion de concertation pluridisciplinaire. D'accord. On réunit les oncologues, les radiothérapeutes, les chirurgiens, les gynécologues médicaux et on discute de tous les cas de dossiers de nouveaux cancers du sein notamment et de cancer du sein avancé pour valider collégialement des prises en charge. Aujourd'hui, et heureusement depuis les plans cancer initiés par le président Chirac, on ne peut plus prendre de décision tout seul dans son coin et c'est tant mieux. Et donc on doit valider auprès de ses pairs, auprès de ses collègues, nos décisions thérapeutiques et en discuter, échanger, confronter pour proposer là aussi la meilleure prise en charge en suivant des référentiels de prise en charge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les RCP, c'est obligatoire, ça se fait dans tous les organes, pour tous les types de cancers. Et donc nous, c'est le jeudi soir, voilà, par exemple. Et puis dans les journées types, pour rien vous cacher aussi, on a de l'administratif. Parce que comme dans tous les métiers, il y a beaucoup d'administratifs qui gagnent nos spécialités. On a beaucoup de demandes à faire, de tests, de choses pour nos patientes. On a beaucoup de documents à remplir pour programmer des examens, etc. Donc il y a un temps administratif qu'il faut savoir accepter, il faut faire avec. Et puis quand vous êtes comme moi, avec des responsabilités administratives, moi je suis chef de service, puis je suis coordonnateur de notre institut de cancérologie, vous avez aussi beaucoup de réunions de coordination, beaucoup de temps d'échange avec des collègues, avec notre administration, avec notre direction, pour monter des projets à l'échelle de notre service, à l'échelle de la cancérologie sur l'établissement, à l'échelle du territoire, échanger aussi avec des collègues d'autres territoires, d'autres régions de France, pour pouvoir toujours proposer plus d'innovation thérapeutique, pour pouvoir toujours améliorer la qualité de nos prises en charge, de nos filières de soins. Donc il y a un temps administratif qui regroupe aussi ces réunions, mais qui sont des temps complémentaires au temps de soins, on va dire. Alors je vais revenir un peu sur ces RCP, ces réunions avec vos pairs. Elles sont-elles houleuses ou globalement vous êtes globalement d'accord sur... Non, on peut ne pas être d'accord. Il y a toujours, on va dire, une priorité de parole qui est donnée à celui ou ceux dans la RCP qui ont vu la patiente.
parce que vous pouvez donner un avis sur ce qu'on appelle un dossier. C'est un dossier papier. Vous dites voilà, Madame X, 45 ans, présente une tumeur du sein de tel type, de telle taille, etc. Quelqu'un peut dire bah moi je ferais plutôt ça. Si la personne qui l'a vu, qui l'a examiné, qui a déjà discuté avec elle, a un point de vue un peu différent, on donnera toujours la priorité parce que il faut évidemment considérer qu'on traite des personnes humaines et on traite pas des dossiers. Donc on va donner la priorité à celui qui a vu la patiente, mais il n'y a pas de caractère houleux en soi. Il peut y avoir des choses qui sont intéressantes, qui sont challengeantes. Dire, est-ce que tu as pensé à ça? Et pourquoi on ferait pas ça? Et c'est vrai que vous dites, ah bah oui, c'est vrai, moi j'aurais plutôt fait ça comme ça spontanément. Et puis bah finalement, le fait d'en discuter, ça me fait revoir un petit peu ma copie quelque part. Et donc on peut après évidemment changer ce qu'on avait peut-être prévu initialement, mais tout en suivant des référentiels qui sont assez fournis. Hein. En France, on a adapté des référentiels internationaux qu'on rediscute au niveau national tous les ans. Et ça nous permet d'avoir un grand cadre. Mais la médecine, c'est que des particularités, donc on sort des fois du cadre. Et la RCP sert aussi à valider ces sorties de cadre, on va dire. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez, ou à l'inverse, ou également les grandes satisfactions de ces pratiques? Des difficultés, il y en a toujours, mais je dirais c'est inhérent à toute activité. On a des fois des difficultés très, je dirais, matérielles. Voilà, on se dit tiens, et si ça allait plus vite, et si voilà telle analyse, telle chose, et pourquoi on attend 5 jours pour avoir ce TEP scanner? J'aimerais bien l'avoir en 2 jours, ça m'arrangerait. Voilà. On peut toujours avoir des contrariétés de ce type-là, mais globalement, on est dans une région où on a un accès à l'offre de soins qui est relativement exceptionnel. Il faut pas oublier qu'on a une concentration médicale, une représentation de toutes les spécialités dont on peut avoir besoin pour la prise en charge d'un cancer, notamment d'un cancer du sein, très facile sur le Pays Basque, ce qui est absolument pas le cas de toutes les régions en France. Hein. Il faut vraiment pas ça l'oublier. On est dans une particularité. Ça avait fait la une d'un quotidien, si vous en rappelez, il y a pas longtemps. Donc ça, c'est quand même très agréable pour ça de travailler ici. On a la chance aussi d'être une région qui attire beaucoup de médecins, parce que de manière générale, on est une région qui attire beaucoup de monde, on est une région quand même plutôt agréable, et donc ça nous permet aussi au sein de nos équipes de sélectionner les profils avec qui on travaille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable, c'est que vous pouvez sélectionner, vous n'êtes pas obligé de prendre le premier CV qui passe pour vos collègues, vous avez ce choix-là, donc vous augmentez aussi votre satisfaction à travailler avec des gens avec qui vous avez choisi de travailler, qui ont des qualités évidemment, parce que vous avez le choix, et vous faites monter le niveau global du soin, et ça c'est une vraie chance qu'on a. Et c'est une vraie satisfaction. Et puis, on est satisfait parce que on voit des dames arriver. C'est pas facile, le diagnostic, la prise en charge initiale d'un cancer du sein. Et puis, on les voit aussi partir de nos prises en charge avec des dernières consultations de suivi où on se dit au revoir et on est content de dire au revoir aux dames et de dire, loin de nous, vous serez très bien parce que la surveillance s'arrête là, parce que vous avez plus besoin de revenir à l'hôpital maintenant. Et ça, c'est une satisfaction qu'on a chaque semaine. Et pour certaines patientes, voilà, dont on arrête le suivi. Et ça, c'est super. C'est vraiment, on se dit, on a fait quelque chose. Voilà, on a pris une situation pas facile au départ. Aujourd'hui, on est dans une rémission prolongée, probablement une guérison, parce qu'on guérit la majorité des cancers du sein. Ça, c'est super. C'est pas le cas de tous mes collègues qui font de la cancérologie, de mes collègues oncologue, parce qu'il y a des pathologies avec des pronostics malheureusement beaucoup plus sombres, hein, où on guérit beaucoup moins de cancers dans d'autres organes. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie satisfaction. Alors c'est pas toujours le cas, et on a des histoires plus compliquées évidemment, mais ça c'est toujours moi je me dis toujours j'ai servi quelque part à quelque chose, et c'est important. Alors, vous avez beaucoup parlé de ces dames, vous avez beaucoup parlé de vos patientes, mais le cancer du sein, et nos auditeurs ne le savent pas forcément, touche aussi des hommes, je crois, 1%. Oui. Vous en avez dans votre patientèle. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Comment réagissent-ils lorsqu'on leur annonce ce diagnostic? J'imagine que c'est un choc. Oui, alors c'est une situation très particulière parce qu'effectivement, quand on parle du cancer du sein dans le grand public, on imagine une femme d'ailleurs plutôt jeune, hein, ça c'est un petit peu la société qui nous a construit cette image-là en lien avec Octobre Rose, parce qu'on met souvent des messages très positifs, et c'est très bien d'ailleurs hein, sur le cancer du sein. Et il faut savoir 2 choses, le cancer du sein c'est d'abord des personnes plutôt âgées, comme tous les cancers, le cancer est d'abord une pathologie de la personne âgée,
Même si on y reviendra peut-être, on voit de plus en plus de cancer du sein chez les femmes jeunes, voire très jeunes, mais c'est pas, voilà, il faut pas non plus en avoir une inquiétude monstre. Mais évidemment, on pense pas à un homme. Alors, c'est très rare, effectivement, c'est moins de 1% de l'ensemble des cancers du sein chez l'homme. Souvent, c'est des diagnostics un peu compliqués, parce que les hommes se plaignent pas beaucoup. Se sentir une boule là, bon, dans le sein, bon, voilà, nous on n'a pas vraiment de sein, hein, évidemment, donc bon, souvent ça passe un peu comme ça. Puis en général, quand ça grossit, on appelle le médecin traitant. La femme dit, bon, c'est quand même bizarre, c'est tout ça. Et effectivement, souvent il y a un petit retard au diagnostic, mais ça existe. Et c'est le même principe que chez la femme, ça naît de la glande mammaire, alors qui chez l'homme n'est pas développé évidemment parce qu'il n'y a pas de projet de lactation, hein, de futurs bébés évidemment. Mais ça peut se voir. Donc, il faut pas passer à côté. Et effectivement, un homme qui voit se développer d'un seul côté une petite boule qui apparaît, ça peut être quelque chose de complètement bénin qu'on appelle une gynécomastie qui peut arriver. Mais franchement, il faut aller voir son médecin traitant pour passer une échographie et faire des examens. Pour les hommes, c'est pas facile. C'est pas facile parce que il faut vous mettez à leur place, vous dites c'est une maladie tellement empruntée femme que ils se disent est-ce que je suis vraiment un homme, est-ce que ça me rend moins homme, donc c'est vraiment pas facile à vivre. Il y en a qui ont vraiment beaucoup de mal dans l'acceptation de ces maladies, certains le vivent plutôt bien. Alors effectivement, j'en ai dans ma patientèle, j'en ai pas beaucoup par définition parce que moins de 1%, on suit pas non plus des milliers de patientes heureusement. Donc évidemment, c'est un peu c'est toujours c'est des cas qui marquent pour nous, c'est clairement des cas qui marquent. C'est des patients qu'on prend en charge de la même manière. Hein, ça se prend en charge de la même manière, ça s'opère, un cancer du sein chez l'homme. On fait des rayons, de la radiothérapie, on peut faire de l'hormonothérapie s'il y a une indication d'hormonothérapie, on peut faire de la chimiothérapie s'il y a une indication de chimiothérapie. Donc ça se prend en charge vraiment de la même manière. La particularité, c'est que ces maladies rares doivent toujours faire l'objet d'une consultation génétique. Parce que il est très fréquent de retrouver une anomalie génétique chez ces hommes qui présentent un cancer du sein, qui sont des anomalies génétiques qu'on connaît très bien, qui sont les anomalies des gènes BRCA, qui peuvent mener aussi à des cancers du sein chez les femmes, et qu'on voit plus souvent donc chez les femmes, mutés BRCA. Mais il y a aussi des hommes porteurs de ces mutations qui sont à risque de développer, notamment, mais pas que, des cancers du sein, et des cancers de la prostate notamment. Voilà, c'est d'autres cancers qu'on peut voir chez ces hommes-là. Donc le cancer du sein, 1, c'est rare. 2, il faut savoir y penser quand même. Voilà, c'est pas anodin d'avoir une boule qui pousse au niveau de la poitrine quand on est un homme, c'est pas normal. Et 3, quand on les diagnostique, on les envoie tous chez notre généticienne, qui est le bureau juste à côté, pour aller regarder sur les gènes ce qui se passe. Alors justement, du fait qu'il n'y a pas de mammographie programmée tous les ans ou tous les 2 ans pour les hommes, non. Est-ce que vous pensez que beaucoup de cancers du sein passent inaperçus chez les hommes et peut-être... Non. Non, parce que ça finit toujours par se voir. Mais en fait, vous savez, les programmes de dépistage qui sont nationaux et organisés, ils le sont que pour un certain nombre d'organes. Il y en a peu en fait. Hein. Il y a le cancer du côlon, il y a le cancer du sein, le cancer du poumon est en train d'arriver. Ça, c'est quelque chose de très bien. En fait, on met en place, les autorités mettent en place des programmes de dépistage quand il y a une certaine rentabilité à proposer à toutes les personnes du même sexe, d'un même âge, d'aller se soumettre à des examens réguliers. Si vous trouvez un cancer tous les millions d'examens, évidemment, vous voyez bien que ça n'a aucun intérêt en termes de santé publique. Ça coûte énormément d'argent et puis surtout, vous soumettez beaucoup de gens à des examens pour pas grand-chose finalement. Donc chez l'homme, ça voudrait dire soumettre des millions d'hommes à un dépistage pour trouver que quelques cas par an. Donc évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais par contre, ce qui a du sens, ce que vous faites en me posant cette question, c'est d'informer. Voilà, une femme informée, y pensera si elle voit chez son mari quelque chose d'anormal. Et il faut aussi informer les hommes par rapport à ça, comme ils doivent être informés par rapport au risque de cancer de la prostate ou de cancer colorectal, peu importe. Mais ça fait partie des choses qu'il faut savoir, effectivement. Eh bien, merci pour cette réponse très complète sur le cancer du sein de l'homme. Alors, il paraît que votre épouse est gynécologue à Biarritz. C'est vrai. Est-ce que vous échangez sur vos journées? Est-ce que ça occupe vos soirées? Alors non. Alors ma femme vous dirait que je parle jamais de mon travail. C'est un peu une règle pour moi parce que on fait un métier qui est pas facile, qui est émotionnellement très chargé, très lourd, des journées qui sont longues, une intensité physique et psychologique. Hein. Je dis physique parce que c'est physique de
d'expliquer des choses toute la journée, de recevoir aussi la détresse des patientes qu'on a en face de nous et de leurs proches. Donc en fait, vous pouvez pas demander à votre femme d'absorber ça quand vous rentrez chez vous. En tout cas, c'est ma théorie. Donc pour moi, j'ai la capacité de, quand j'enlève ma blouse et quand je ferme mon bureau, quand je pars de l'hôpital, de laisser ces problèmes-là quelque part à l'hôpital. Et je pense que il faut, quand on est oncologue, pouvoir faire ça, ou quand on travaille, quand on est chirurgien, quand on est peu importe ce qu'on fait, mais quand on est infirmière évidemment ou aide-soignante, il faut avoir cette capacité de laisser ça sur son lieu de travail, sinon vous n'avez pas de vie derrière et puis c'est excessivement compliqué à gérer. Donc même si ma femme est gynécologue et qu'elle elle suit beaucoup par définition beaucoup de femmes, évidemment qu'on parle travail, organisation, on parle on parle des fois de certaines situations en respectant le secret médical, parce qu'elle n'a pas à rentrer dans les détails, à savoir les détails, mais la plupart du temps non. Mais parce que j'en ai pas besoin et parce que je considère que il faut pas que ça soit elle d'être un réceptacle finalement de cette difficulté qui pourrait s'accumuler. Mais c'est pas toujours évident. Voilà, il y a des jours où on est content de partir en vacances. Voilà, pour le dire. Oui, j'imagine aussi que les patientes toute la journée, ça vous revenez avec une espèce, je vais pas dire de noirceur, mais vous avez absorbé beaucoup de stress. Ouais. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un moment où il faut effectivement Il faut trouver des échappatoires. Hein. Il faut faire du sport par exemple. Il faut avoir une vie équilibrée à côté. Moi j'ai la chance d'avoir une vie équilibrée, d'avoir des enfants, d'avoir des amis, d'avoir plein d'activités qui me passionnent, de faire du sport qui me passionne aussi. Et donc oui, ça équilibre les choses. Mais c'est sûr que des étudiants qui de suite se sentent mal, n'arrivent pas à gérer tout ça, il faut savoir les réorienter vers d'autres spécialités. C'est pas faire acte de faiblesse, mais voilà, on est comme on est. Hein. On n'est pas oncologue encore une fois. Hein, et on le devient. Et quand on le devient, il y a des étapes qui se passent bien, puis chez certains qui se passent moins bien. Donc il faut savoir l'admettre. Je suis pas plus fort que les autres. Hein, c'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est pas anodin. Et si vous n'êtes pas disponible à accueillir la détresse des autres quand vous faites ce métier-là, il faut pas le faire. Voilà, tout simplement. Pour revenir à la maladie, comment voyez-vous l'évolution du cancer du sein dans les prochaines années en termes de recherche, de traitement, de suivi? Alors, de manière très positive, parce qu'objectivement, moi je suis pas si vieux, mais enfin quand même, depuis que je fais de l'oncologie, j'ai vu tellement de choses arriver, positives, des nouvelles prises en charge, des nouvelles thérapeutiques, des nouvelles modalités de réflexion dans nos prises en charge. Je vous donne un exemple. Avant le cancer du sein, quand je dis avant, c'était il y a plusieurs dizaines d'années, on faisait des chirurgies très délabrantes, on faisait des chimiothérapies à tout le monde, parce qu'on considérait que il faut traiter tout le monde parce qu'on sait pas qui ne pas traiter. On ne sait pas différencier des tumeurs qui vont récidiver de tumeurs qui ne vont pas récidiver. Et donc, on surtraitait beaucoup de personnes. Sur le plan chirurgical, sur le plan radiothérapie, sur le plan chimiothérapie, tout le monde surtraitait. Et aujourd'hui, tout le monde de chacun de son côté, les chirurgiens, les radiothérapeutes, les oncologues, ont appris à désescalader les thérapeutiques pour les patientes qui n'avaient pas besoin de recevoir autant de traitements. Pourquoi ? Parce qu'on comprend mieux la biologie des tumeurs. On comprend mieux ce qui se passe dans les gènes des tumeurs. On comprend mieux, du coup, quels sont le pronostic de certaines maladies. Et ça nous permet de faire de la désescalade thérapeutique. Et ça, l'avenir, c'est ça. C'est savoir désescalader, traiter moins, faire moins de chimio, des molécules mieux tolérées, ou ne pas faire de chimiothérapie, faire moins d'hormonothérapie, par exemple. On fait 5 ans à tout le monde, des fois on fait 10, mais est-ce qu'on peut pas faire 2 ans ou pas du tout d'hormonothérapie dans certaines maladies ? Ça, en fait, aujourd'hui, c'est une pratique, et notamment, ce sont des recherches qui sont en cours, auxquelles on participe, des recherches nationales, voire internationales, auxquelles on participe ici à Bayonne, et ça, c'est un vrai stimuli, et l'avenir, c'est ça. C'est adapter, personnaliser au maximum de prise en charge. Donc, des patientes qu'on va moins traiter, en accord avec leur risque intrinsèque de récidive de leur maladie, et des patientes pour lesquelles on va avoir tendance à aller un petit peu plus loin, parce qu'on sait qu'elles sont très à risque sur certains facteurs, et donc on va adapter. Et en plus de ça, nos traitements sont de plus en plus personnalisés.
C'est-à-dire qu'on arrive de mieux en mieux à cibler des particularités tumorales. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans les maladies avancées, métastatiques, où on a vraiment des sous-catégorisations de maladies, où on arrive de plus en plus à aller personnaliser les choses. Beaucoup de recherches, j'y reviens dans le cadre du cancer du sein, au niveau international et au niveau français. Les équipes françaises sont à la pointe par rapport à ça, il faut en avoir conscience. On a un système de soins qui a énormément de qualité, mais qui en plus nous permet de faire beaucoup de recherches. Alors c'est pas parfait, évidemment, c'est pas de l'angélisme ce que je vous dis, mais clairement, on peut faire bénéficier à nos patientes de nouvelles molécules très rapidement par rapport à d'autres pays à, je dirais, niveau socio-économique, globalement économique égal au nôtre. Et tout ça avec une gratuité d'accès aux soins sur ces nouvelles molécules. Donc ça, c'est une vraie chance. Et ça nous stimule. Et donc l'avenir, c'est continuer ça, c'est être acteur aussi de tout ça. Ici, on a un volume de soins à Bayonne et une qualité de soins, je l'imagine, en tout cas, qui nous permet de participer à ces évolutions-là. On ne fait pas que suivre le mouvement, on y participe. On fait beaucoup de recherche clinique, on participe à beaucoup de protocoles de recherche clinique pour nos patientes, et donc on est acteur de l'innovation. On est acteur de l'innovation, et il faut qu'on continue à l'être, et il n'y a pas de raison que ça soit le cas, mais clairement, on guérira de plus en plus de cancers, parce qu'aussi on les diagnostiquera de plus en plus tôt, parce que sur le dépistage aussi, on a des modalités de dépistage qui sont en train d'arriver, qui sont de plus en plus personnalisées. Vous parliez tout à l'heure de la mammographie en dépistage tous les 2 ans, entre 50 et 75 ans. Et bien évidemment, cette modalité qui est très standard pour toutes les patients, enfin pour toutes les femmes, va se personnaliser de plus en plus. Donc il y aura des femmes qui seront plus suivies sur certains critères que d'autres qui auront besoin d'être moins suivis en termes de dépistage. Donc clairement, on ciblera plus nos populations à risque de cancer, donc on les diagnostiquera plus tôt, et plus tôt un cancer est diagnostiqué, plus on le guérit, plus on a de chances de le guérir. Donc l'avenir sera optimiste, clairement, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a une frange, malheureusement, de nos patientes qui soit vont être diagnostiquées trop tard, soit vont récidiver. Et ces patientes-là, aujourd'hui, on n'a pas encore le moyen, on n'a pas trouvé la clé dans le cancer du sein, en tout cas pour une grande majorité d'entre elles, pour les guérir. C'est-à-dire effacer complètement ces maladies métastatiques. Et ça, c'est un vrai challenge pour demain, mais les travaux de recherche avancent, et ils avancent de plus en plus vite. On voit tous dans notre quotidien l'intelligence artificielle qui arrive pour tout un tas de choses. Il faut voir que toutes ces technologies sont aussi utilisées par les chercheurs pour avancer beaucoup plus vite qu'avant, pour explorer des pistes et refermer des pistes qui sont finalement pas très intéressantes et s'intéresser à d'autres. Alors justement, vos paroles sont très rassurantes, mais à la fois dans l'imaginaire populaire, il y a de plus en plus de cancers dus à l'eau qu'on boit, à ce qu'on mange. Les gens pensent, et tout à l'heure vous avez abordé ce sujet et je voudrais revenir dessus, les gens pensent globalement qu'il y a de plus en plus de femmes jeunes. Que pensez-vous, vous, de l'évolution de l'âge des patientes concernées ? Alors, en fait, c'est une problématique qui est un peu complexe et sur lequel il ne faut pas faire de raccourcis. Le premier message que je voudrais passer, c'est celui de dire oui, il y a plus de patientes jeunes qui présentent un cancer du sein, donc de femmes jeunes qui présentent un cancer du sein. Oui, c'est vrai, d'accord. Maintenant, ce n'est pas non plus un tsunami, ce n'est pas une explosion de cas, donc il ne faut pas tomber dans une psychose et envoyer sa fille de 25 ans ou de 30 ans aller faire des mammographies, etc. Ça n'a aucun sens, d'accord. Il faut que toute femme soit suivie. Alors au mieux par une gynécologue, un gynécologue effectivement, mais et un suivi clinique régulier, une palpation, d'accord, par un médecin. Il y a l'autopalpation aussi qui existe. On n'est jamais mieux placé que soi-même pour sentir une modification dans notre corps. Donc il faut aussi s'intéresser à nous-mêmes et pas juste attendre que quelqu'un s'intéresse et aller voir une gynécologue une fois par an. L'autopalpation, c'est quelque chose de très important. Donc c'est pas une catastrophe. Voilà, il y en a un peu plus. Il y a des cancers où il y a des augmentations du nombre de cas qui sont plus importants chez les jeunes que dans le cancer du sein. Donc il faut pas voir qu'il y a que le cancer du sein. Et puis je vous le disais un peu tout à l'heure, il ne faut pas oublier aussi une frange de notre population qu'on a souvent tendance à oublier parce qu'on les voit moins, qui sont les personnes âgées voire très âgées. Or le cancer, c'est d'abord une maladie du vieillissement de nos cellules qui accumulent des anomalies dans leur génome et qui un jour déclenchent des anomalies qui combinées vont donner une cellule cancéreuse. Et là, on parle de patientes qui ont plus de 75, plus de 80, plus de 85, voire plus de 95 ans.
toutes les semaines, on reçoit des patientes de plus de 90 ans avec un cancer du sein. Et là, on se dit, c'est pareil, elles sont plus dans le dépistage, d'accord? Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas s'y intéresser. Donc il y a des grands messages qui doivent être passés. Par exemple, les infirmières, les aides-soignantes qui font des toilettes en maison de retraite, c'est toujours important d'aller regarder un petit peu une palpation, si la patiente ne peut plus le faire, si la femme peut plus le faire, la femme âgée, d'aller regarder parce que le nombre de cancers du sein qui sont diagnostiqués par une infirmière qui faisait la toilette à la maison ou une fille qui faisait la toilette, qui aidait un petit peu sa maman à faire sa toilette ou en maison de retraite, c'est énorme. Donc l'incidence du cancer du sein chez les personnes âgées, ça va être un vrai problème, et dans le cancer du sein notamment. Et quand vous regardez les projections, donc il y a des statisticiens qui font des projections, ils disent en 2050, en 2060, voilà le nombre de cancers qu'on aura par organe. Donc ça se fait au niveau européen et au niveau américain. Les projections américaines disent que l'incidence du cancer du sein, là où il va augmenter, la tranche d'âge dans laquelle il va augmenter le plus, c'est les patients très âgés. Voilà. Alors c'est peut-être pas là où il y en a le plus actuellement, donc ça va pas, voilà. Mais c'est quand même à garder en tête. Donc oui, il y a une inquiétude pour les femmes jeunes, il faut être vigilant. Je ne nie pas ça, évidemment, mais attention, pensons aussi à l'autre bout, et c'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas le droit d'être pris en charge de manière optimale pour son cancer du sein. Parce qu'une dame de 95 ans, qui vient vous voir, qui n'a pas de gros problèmes de santé, si vous lui traitez pas son cancer du sein tant que vous pouvez le traiter, elle va revenir vous voir quelques années après, ça va être le gros bazar. Et là, clairement, vous rendez service à personne en essayant de dire oh, je l'embête pas, je la traite pas. Il faut qu'on voit ces patientes et il faut qu'on réfléchisse avec elles et leurs proches comment les prendre en charge. Et il y a des prises en charge qui existent très efficaces et qui respectent la personne âgée. Voilà. Donc j'ai dédié mes Non, mais alors, moi j'ai bien entendu que vous disiez que c'était une maladie du vieillissement des cellules. Oui. Mais à la fois, justement, on parle beaucoup de l'environnement et de l'incidence que ça a sur les cancers. Vous en pensez quoi? Alors, en fait, ce qu'on en pense de manière générale, c'est qu'il y a une réalité. Les cancers, de manière générale, là on sort du cas du cancer du sein, mais ça englobe le cancer du sein. Vous avez une augmentation des cas de cancer de manière générale, quel que soit l'âge d'ailleurs. C'est pas tant ça le problème du propos là qu'on a. Cette augmentation, elle peut être liée au fait qu'on diagnostique plus les cancers du sein. Avant, on mourait, il y a 2-3 générations, les personnes dites âgées finissaient par mourir de quelque chose. Bon, le cancer est souvent une maladie un peu honteuse dont on ne parlait pas. On diagnostique mieux, on diagnostique plus tôt, donc on voit mécaniquement un peu plus de cancer. Mais ça, c'est pas la vraie réalité de la chose. Les deux choses qui expliquent qu'il y a le plus de cancer, c'est le vieillissement de la population, clairement, et c'est les facteurs environnementaux. Donc les facteurs environnementaux, c'est tout ce qui est autour de nous. Ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être la nutrition, ça peut être notre mode de vie de manière générale, l'exposition qu'on a à des rayonnements, à toutes les ondes, etc. Tout ça, évidemment, ça participe très très probablement. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà, vous avez à l'échelle individuelle, vous ne pouvez pas vous extraire du monde dans lequel on vit. Vous n'allez pas aller vivre dans l'espace. Et dans l'espace, vous auriez d'autres problèmes d'ailleurs, des rayonnements qui aussi induiraient des problématiques. Néanmoins, il y a beaucoup de travaux en cours pour essayer de trouver un poids à mettre derrière chaque facteur de risque environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on peut se dire les microplastiques dans l'eau. On peut se dire que tout ça est ingurgité par notre corps, ça passe dans notre tube digestif et que sur les cancers digestifs, ça doit quand même probablement jouer en quelque part. Ça, c'est une idée au départ, c'est une hypothèse. Et puis, on vient faire des études pour essayer de prouver ça. Et petit à petit, dans les années qui viennent, on va prouver de plus en plus de relations. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les risques induits par tel facteur, un facteur seul n'induit pas un cancer, si vous voulez. C'est pas comme le tabac et le cancer du poumon. Si vous fumez 2 paquets par jour pendant 20 ans de tabac, évidemment, vous avez un risque énorme de faire un cancer du poumon. Mais on sait que c'est lié principalement à ce facteur de risque-là. Les microplastiques dans l'eau, ça participe probablement, pour reprendre cet exemple-là, mais il y a probablement d'autres facteurs qui jouent. Notre alimentation moderne, entre guillemets, tout ce qu'on respire, voilà, les gaz qu'on respire, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui, mis bout à bout, expliquent cette augmentation des cancers. Mais de là à dire, il faut enlever ça et puis il y en aura moins, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Et puis il y a le fait que
on a encore des travaux à faire sur le plan génomique. On a identifié des gènes qui se transmettent dans les familles et qui peuvent induire des risques de cancer assez augmentés, clairement. Mais vous avez aussi, plus loin que ces gros gènes-là, des petites particularités qui se transmettent là aussi. On est tous différents et certaines petites particularités probablement mis bout à bout avec d'autres facteurs de risque, les facteurs de risque environnementaux, les grands facteurs de risque connus, je le répète pas, mais le tabac, l'alcool, notamment, vous savez, sont des énormes pourvoyeurs de cancer. Tous ces facteurs de risque mis bout à bout pendant des dizaines d'années dans un corps humain, c'est là où en fait on vient développer un cancer. Donc vous voyez, le cancer, il est inhérent à notre nature, il est favorisé par notre environnement, par nos modes de vie évidemment, mais il y a toujours une partie sur laquelle on ne pourra pas agir, on ne pourra pas prévenir. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer à dépister toujours plus. Voilà. Petite question piège parce que nous ne les avions pas préparées, donc si on ne peut pas y répondre, on n'y répondra pas. Certaines femmes sont persuadées ou on leur explique que leur cancer du sein vient de leur rupture dans leur couple. J'imagine que quand elles arrivent chez vous, vous devez entendre ce genre de phrases. Comment vous gérez En fait, l'être humain a besoin de rationnel pour expliquer l'irrationnel. Le cancer, c'est irrationnel. Ça vous tombe dessus, on vous diagnostique avec un cancer. Ça peut être comme d'autres pathologies, vous déclarez une sclérose en plaques, vous déclarez que sais-je. Évidemment, vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de mettre un fautif. Vous avez besoin de mettre un élément causal. Et on peut facilement penser que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui se retrouvent face au cancer du sein essayent de l'expliquer avec un événement de vie. J'ai perdu un être cher, je me suis séparé, j'ai eu un accident de la route, je suis harcelé dans mon travail, j'ai une mauvaise relation avec mon manager. On peut, dans nos mondes modernes, trouver beaucoup d'explications. Scientifiquement, est-ce qu'on a prouvé ça? Ça, c'est le plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'aller prouver des relations comme ça. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est que on ne peut pas dire aux dames, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas d'intérêt à aller contrecarrer complètement cette théorie-là. On essaye de leur expliquer ce que je vous ai expliqué juste avant, que le cancer, c'est des choses complexes. C'est des maladies complexes qui naissent de différents facteurs et pas d'un seul facteur en général. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de dire qu'effectivement, on est tous, en tant qu'être humain, dirigés par nos cerveaux, d'accord, par notre psyché. Et on sait que cette psyché, elle agit sur notre corps, d'accord. Est-ce que notre psyché, elle est capable parce que j'ai eu un traumatisme, d'aider à déclencher un cancer? Ça, on n'a pas prouvé, clairement. On n'a pas prouvé, peut-être qu'un jour, ça sera le cas, mais peut-être pas. En tout cas, moi, je dis toujours, il y a peut-être des relations. Peut-être aussi que le traumatisme a fait que des événements se sont enchaînés, j'ai perdu du poids, et hop, en perdant un peu de volume dans mon sein, je me suis senti quelque chose. Vous voyez, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Maintenant, encore une fois, l'idée quand on rencontre quelqu'un qui est dans une détresse d'un diagnostic, notre première approche est de pas la brutaliser en lui disant vous faites complètement fausse route, madame. Enfin, voyons, ressaisissez-vous. Évidemment, tout ça nous paraîtrait complètement aberrant. Ça vous fait sourire et c'est bien normal. Donc, on est là pour accompagner les gens. On n'est pas là pour détruire les croyances, on est là pour rationaliser certaines croyances et les accompagner avec nous dans la prise en charge. Si vous commencez à vous opposer directement sur une croyance comme ça, vous ne remplissez pas la première des nécessités dans la relation patient-médecin, qui est l'alliance thérapeutique, ce qu'on appelle nous l'alliance thérapeutique, qui est de passer un deal quelque part implicite. Ce deal implicite, il dit on est fait pour travailler ensemble, pendant un certain temps. Et donc, on va accepter que vous êtes peut-être pas la personne qui pense exactement comme moi, et puis vice-versa, d'accord? Donc, voilà comment ça se construit. Mais scientifiquement, on n'a pas prouvé de relation, mais parce que ça n'est pas prouvable aussi, clairement. Alors, vous avez tout à l'heure employé un mot qui m'a fait sourire aussi, parce que je suis un peu plus âgée que vous, et moi, je l'ai entendu pendant des décennies, la maladie honteuse. On disait à la télé... tel acteur est décédé des suites d'une longue maladie. Comment pouvez-vous expliquer
pourquoi ça a été honteux? Parce que c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas une maladie sexuelle. Pourquoi il y avait... Oui, tout à fait, non, bien sûr. Oui. Bah, c'est comme des maladies sexuellement transmissibles qui étaient avant, voilà, on n'en parlait pas parce que c'était très honteux. Et c'est vrai que le cancer, alors nous dès sa découverte, sur les périodes antiques, a mené à beaucoup d'interrogations parce qu'on ne comprenait pas bien, les médecins, en tout cas ceux qui nous ont précédés, il y a plus de 2000 ou 2500 ans, voire plus, ne comprenaient pas bien cette maladie qui évoluait de manière sournoise. Et c'est pour ça que j'ai des crabes dans mon bureau, des céramiques de crabes, parce que quand j'en vois, en général, quand je pars en vacances, j'en achète toujours une. Le cancer a été représenté par un crabe. Pourquoi? Parce que le crabe, il avance pas droit, il avance pas en ligne comme ça, il avance sur le côté, il fait des petits, vous voyez. Et donc le cancer a toujours été représenté dans l'Antiquité sous forme d'un crabe. Et cette maladie honteuse, elle est partie de là. C'était simplement le fait que les médecins ne comprenaient pas cette maladie et ne comprenaient pas pourquoi certaines maladies qu'on opérait, certains cancers du sein n'allaient jamais récidiver, et pourquoi certains, malgré leur petite taille, l'absence d'atteinte des ganglions, allaient récidiver. Et donc, on préférait laisser ça. Et la deuxième chose, c'est parce qu'on n'avait pas de solution à amener à ces patientes, ou à ces patients de manière générale. Il n'y avait pas de traitement. On pouvait opérer, on faisait des traitements, les premiers traitements de chimiothérapie dans les années 50, 60, c'était des traitements excessivement difficiles qui mettaient les patientes dans des états, mon Dieu, on les faisait malheureusement quasiment plus mourir de leur chimiothérapie que de leur maladie, elles mouraient avant des complications. C'est pas une critique, évidemment, mes collègues qui m'ont précédé, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec les connaissances de l'époque et puis surtout avec la technologie de l'époque qui est évidemment pas celle qu'on a aujourd'hui. Donc c'est parti de là la maladie honteuse, c'est parti de cette maladie qu'on comprenait mal et surtout sur laquelle le corps médical n'avait que très peu de prise. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on a discuté tout à l'heure, les avancées font que on a de la prise dessus et il faut pas que ça soit une maladie honteuse. Voilà. Clairement, il faut clairement sortir de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nos sociétés ont une maturité par rapport à ça et on en parle de plus en plus. Les gens qui ont un cancer, je pense, ont la possibilité d'en parler de plus en plus facilement, mais ça reste pas simple d'avoir un cancer, d'avoir fait un cancer. Notamment, il y a eu beaucoup de combats des associations de patientes avec cancer du sein, qui ont eu un cancer du sein, vous savez, pour le droit à l'oubli, que les assurances puissent, et les banques puissent prêter dans les mêmes conditions que s'il n'y avait pas eu cancer du sein dans le parcours de vie. Et ça, ce n'est que la suite de la maladie honteuse finalement, parce que tous ces combats ne sont pas terminés, loin de là. Vous anticipez un peu une de mes dernières questions. Nous avons bientôt fini. Vous êtes à l'origine de l'espace Kalaka à l'hôpital de Bayonne, qui est dédié aux associations de patients. Qu'aviez-vous envie d'apporter avec ce projet? Alors en fait, moi je dis souvent, nous on est médecins, on travaille dans une structure hospitalière, on peut pas tout faire pour nos patients, parce que déjà on a un temps limité et puis on doit se concentrer sur ce qui relève du cœur de notre fonction, je dirais, qui n'est pas délégable à quelqu'un d'autre, pour le dire autrement. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a fait notre chimio pour une femme avec un cancer du sein qu'on doit se dire bon, on a fait notre partie du job, maintenant c'est plus mon problème. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte autour d'une personne qui est atteinte d'un cancer. Et si on revient sur notre patient qui a un cancer du sein, il faut savoir l'accompagner. L'hôpital ou une autre structure de soins ne peut pas accompagner en permanence, c'est donc pas non plus son rôle, elle n'a pas la capacité de faire ça. Il y a des accompagnements qui peuvent se faire au sein de l'hôpital et il faut aussi que les associations puissent aider clairement nos patientes, et c'est pour ça qu'il est important qu'on s'inscrive aussi dans ces associations et à aider ces associations autant qu'on le peut, à pouvoir les aider autant qu'on peut, à pouvoir diriger nos patients vers ces associations. Et on s'est dit il y a deux mondes, il y a le monde hospitalier et le monde en ville finalement des associations. Et en fait j'ai voulu créer avec mes collègues une passerelle entre le monde de la ville et le monde hospitalier. Alors c'est jamais simple, mais on a voulu créer cet espace pour les patients et les proches qui puissent accueillir des patients pendant qu'ils sont en soins ici, mais qui puissent aussi accueillir des patients ou des anciens patients de l'extérieur et des associations, pour que physiquement on puisse se rencontrer sur un même endroit. Et on a été suivi par notre direction dans ce projet-là, qui s'inscrit donc dans notre grand projet de cancérologie, d'Institut de cancérologie ICANS, mais qui est vraiment l'aboutissement je trouve, d'une très belle réalisation et d'un très beau partage entre la ville et l'hôpital. Alors, il y a plein de choses encore à créer, il y a plein de choses à faire. On va avoir une personne qui va nous rejoindre, qui va être à temps partiel, qui va permettre de faire vivre ce local
plus qu'il ne vit encore aujourd'hui, mais il a été lancé il y a peu de temps. Et donc, on a plein d'idées pour nos patients, pour qu'elles puissent bénéficier clairement de tout un tas de choses, de tout un tas de conseils dans ce lieu, en relation avec les associations. Et ça, moi, j'y tenais vraiment, qu'il y ait vraiment ce contact-là permanent avec la ville. Voilà. Eh bien, merci, et merci d'autant plus que les battements d'ailes profitent de cet espace et que je crois que les patientes y trouvent beaucoup de réconfort. On a terminé. Est-ce que vous avez un mot de la fin à nous donner? Dépistez-vous. Alors, c'est un mot optimiste. Je pense que je voulais montrer. Il faut rester optimiste. Tout le monde évidemment ne va pas être touché par le cancer. Ça c'est la première chose. Mais tout le monde doit être concerné. Hein, donc effectivement, plus on se dépiste à l'échelle individuelle, mieux c'est. Donc il faut rentrer dans le dépistage organisé à partir de 50 ans. Clairement, il faut en parler, même avant, même après, avec son médecin généraliste, avec son gynécologue. Il faut pas hésiter à soulever le problème. Il faut oublier cette maladie honteuse et se dire que ça va pas nous toucher. Évidemment, peut-être ça va pas vous toucher, mais en tout cas, voilà. Si on prend un petit peu les devants, bah, ça sera toujours mieux. Et puis dire enfin que voilà, il faut avoir une vision optimiste de cette maladie qui est complexe, mais on avance et on continuera d'avancer dans les années à venir pour améliorer nos prises en charge et guérir. Encore une fois, je dis bien guérir, hein, de plus en plus de patientes. Et je pense que je peux terminer là-dessus. Eh bien, merci docteur Greletti pour ce partage et la richesse de vos réponses. Je pense que votre témoignage éclaire à la fois le rôle essentiel de l'oncologue, mais aussi l'importance de l'accompagnement global dans lequel associations, soignants, patients avancent ensemble. Merci encore pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à vous et puis un grand merci et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'À travers elle. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres.